il y a un professeur Pini Sassa, il parle là d'un fait qui est grave, mais il faut le souligner. Est-ce que avec l'Angola, qu'il son rôle de médiateur dans cette crise, il faut dire que c'est comme si la résolution de ce côté ne semblait plus avoir de futur, parce qu'on comptait néanmoins sur cet Angola pour parvenir à apporter quelque chose. Et chaque fois vous interpellez, d'ailleurs ici, celui qui est aux commandes de la communauté des États économiques de l'Afrique centrale, qui est aussi angolais, pour tenter de faire le tour des capitales afin d'apporter des solutions dans cette crise-là. Mais au moment où l'Angola, qui semblait être le premier acteur à pouvoir encourager à la résolution de la crise, lorsque le pays quitte la table des négociations en tant que médiateur, il faut dire qu'on est un peu comme perdu là. Non, pourquoi êtes-vous perdu? L'Angola ne jette pas l'éponge. L'Angola constate que les belligérants ne sont pas là. C'est très différent. Ces deux-là, pendant que l'Angola les attendait à Luanda, sont allés au Qatar. Que voulez-vous que l'Angola fasse? Que le président angolais commence à discuter avec des chaises vides? Un pays n'est pas une... on ne joue pas avec la souveraineté et avec l'image d'un pays. L'Angola a constaté qu'il y a une défiance des deux belligérants et qu'il y a des forces beaucoup plus puissantes auxquelles réagissent les deux pays. Eh bien, tout simplement, donc on les laisse continuer. Parce qu'après, lorsque l'Angola les attend à Luanda, tout le monde est surpris de les voir au Qatar. Le ministre angolais des Affaires étrangères, qui est, si vous voulez, la cheville ouvrière technique du dossier, est surpris. Il n'est même pas informé, il n'a jamais été informé. Personne n'a pris le temps de le briefer, ni même de lui mettre la puce à l'oreille. C'est quand même humiliant. En fait, ce que l'Angola refuse, c'est d'être humilié. Et cette attitude qu'on remarque de plus en plus en Afrique, mais particulièrement en Afrique centrale, qui consiste à humilier ses voisins, alors qu'ils veulent simplement donner un coup de main, est quelque chose de terrible. Et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer et qu'il faut critiquer vertement. Lorsque vous avez un pays comme l'Angola, sur lequel tout le monde compte pour que la CEEAC fonctionne, parce que quand vous allez regarder tous les gens là, ce n'est pas tous les 11 pays qui payent leurs cotisations là-bas, l'Angola supporte quand même les charges, et ces gens se permettent d'humilier l'Angola de cette façon. Je crois qu'il faut quand même faut devenir un peu adulte en Afrique centrale. On peut pas perdre, des chefs d'État ne peuvent pas se comporter comme ça, envers un membre de leur communauté. Mais vous allez constater autre chose. Dans tous ces débats-là, tout le monde vous dit, oui, les acteurs qui vont régler le problème, c'est l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Union africaine. Ça veut dire que les deux acteurs ont choisi, en fait, de ne pas confier le dossier ou de ne pas suivre les conseils de l'Afrique centrale. C'est ce que ça veut dire. Et lorsque vous creusez un peu, vous comprenez que c'est parce que l'Afrique centrale, en tout cas la voix de l'Afrique centrale, en même temps que celle de l'Union africaine, certes, qui était celle du président angolais, c'était une voix qui leur disait « vous n'avez pas le droit de vous entredéchirer » et qui les poussait à revoir totalement leur politique pour qu'ils puissent éviter de se laisser manipuler par les intérêts étrangers. Parce qu'il faut se demander quelle est la différence entre l'Angola et ces deux pays. La différence entre ces deux pays et l'Angola, c'est que l'Angola est un pays qui a une trajectoire révolutionnaire. C'est un pays libre, souverain, vraiment, des choses dont ne peuvent que rêver les deux autres pays. Et si on regarde bien, il y a peut-être 3 pays libres en Afrique centrale, il n'y en a pas beaucoup. Le premier, c'est l'Angola. Vous avez le Burundi et vous avez la RCA. Tous les autres, là, ce sont des semi-colonies ou des colonies parfaites. Et lorsqu'un pays souverain, lorsque vous avez des semi-colonies ou des colonies parfaites qui se retrouvent en face d'un pays libre, parfois les gens ne savent pas comment se comporter parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être libre.
Ils ne savent pas ce que c'est que prendre ses décisions soi-même. Ils ne savent pas ce que c'est que projeter son propre pays sur la base des idéaux uniques de son peuple et sur la base de ses seuls intérêts. Et du coup, ils sont mal à l'aise devant l'Angola, qui est capable de leur dire la vérité, qui est capable de leur dire voici comment se comporte un pays libre, un pays souverain. Et ce sont là un certain nombre de choses que j'ai constatées, et je me rends compte que malheureusement, là, vous avez des négociations avec les Américains, vous avez de l'autre côté les Qataris, vous avez les batailles avec Bruxelles, vous avez les batailles avec la Belgique. Bon, quand on dit avec Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne. Vous avez des batailles avec la Belgique. En fait, vous avez des pays qui sont totalement embrigadés par des intérêts étrangers et qui ont du mal à gérer un conflit qui ont du mal à gérer un conflit qui est en train de les endeuiller et qui est en train de détruire leurs économies et leur peuple. Parce que ce qui est en train d'être créé là, c'est des ressentiments qui pourraient durer des générations. Et les leaders, quand vous êtes leader d'un pays, quand vous conduisez le destin d'un pays en tant que chef d'État, en tant que président, vous devez anticiper sur ce genre de choses. Vous ne pouvez pas laisser des justificatifs ridicules du genre l'AFC M23 est là pour protéger les Tutsis et les Congolais d'origine rwandaise. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous racontez là? Donc chaque pays devrait avoir une milice dans tous les pays dans lesquels il y a des gens qui sont originaires de ces terres. Quelle est cette histoire? Dans ce cas, dont les Américains ont le droit d'avoir des milices dans tous les pays du monde dans lesquels se trouvent les Américains et faire la guerre aux pays qui sont là parce qu'ils doivent protéger les citoyens américains. C'est quelle histoire ça? Vous dites que vous protégez les Tutsis et vous propagez cette rhétorique d'un génocide Tutsi alors que dans les années 90, autant que je m'en souvienne, autant que vous pouvez prendre les documents qu'on peut retrouver sur Internet ou dans les bibliothèques, tout le monde vous parlera de génocide rwandais. Pas de génocide Tutsi, de génocide rwandais. Et donc, vous êtes là en train de créer un narratif nouveau autour d'un certain nombre de choses, alors que nous avons 1 million de nos frères qui sont morts. Vous pensez que c'est amusant de penser qu'il y a eu 1 million de nos frères morts au Rwanda? Et vous venez jouer avec ça en 2025 pour des intérêts pour lesquels vous n'êtes même pas les plus gros bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est même ça qui est le plus bizarre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui jouent avec ça, avec la mort d'1 million de Rwandais. Et ce ne sont même pas eux qui profitent le plus de tout ça. C'est-à-dire que ceux qui profitent le plus, c'est les intérêts occidentaux. Et on est dans une stratégie pour empêcher la Chine d'être en Afrique, pour empêcher la Russie d'être en Afrique et pour bloquer le développement de l'Afrique, parce que si le Congo se met à transformer lui-même ses matières premières, et tout naturellement, eh bien, l'Occident, lui, son économie va en prendre un coup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On essaie de trouver des gens grâce à qui on va bloquer le développement du Congo, continuer à piller les ressources minières du Congo, ce qui s'accompagne naturellement de massacres, d'un génocide horrible qu'on n'ose même pas imaginer, qui aujourd'hui, pour la plupart des experts et même des ONG, dépasse les 20 millions de Congolais. Et là, vous avez 2 pays dont les exécutifs, vous vous demandez, pour lesquels vous vous posez la question de savoir, au sujet desquels vous posez la question de savoir, mais leurs exécutifs, à qui rendent-ils compte? Qui détient, qui les conseille? Sont-ils compromis d'une manière ou d'une autre au point qu'ils sont obligés d'aller dans la direction dans laquelle ils vont? Pendant longtemps, le Rwanda a dit qu'il n'était pas impliqué dans cette guerre. Maintenant, c'est le président Kagame qui négocie tout. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis quand est-ce que le Rwanda est donc entré en guerre? Tout le monde a toujours pointé le Rwanda en disant que ce sont eux qui soutiennent le M23, l'AFC n'existait pas encore. Ils ont dit qu'ils n'y étaient pas. Et tout le monde en Afrique centrale leur disait, ok, comme vous n'y êtes pas, évidemment, il faut donc falloir régler le problème. Parce que vous n'y étant pas, il ne faut pas que vous vous retrouviez embarqué dans une guerre à laquelle vous ne voulez pas participer. Aujourd'hui, on se rend compte que pour parler de paix, ce n'est plus une rébellion interne au Congo, mais c'est devenu une discussion entre le président du Rwanda et le président Kagame.
on dirait le président Trump et Poutine réglant le problème de la Russie. La Russie disant toujours que ce n'est pas avec l'Ukraine qu'elle fait la guerre. Et là, maintenant, on voit le vrai belligérant. Donc là, on voit le vrai belligérant à RDC. Et je pense que la grosse erreur ou la grosse faute politique qui pourrait survenir, je ne sais pas si on va arriver jusque-là, mais espérons que non, ce sera malheureusement que le Rwanda soit tellement exploité par l'Occident dans cette affaire qu'au bout du compte, un jour, le Rwanda se retrouve obligé de payer des pots cassés qu'elle n'a pas forcément envie de payer. Parce que le Rwanda a besoin de se réconcilier avec lui-même. Le Rwanda a besoin de paix. Le Rwanda a besoin de se réorganiser après ce qu'il a subi dans les années 90 et après tout ce qui est en train d'avoir lieu là. On parle de 4 000 soldats rwandais, on parle de 5 à 10 000 hommes de l'AFC M23, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que c'est plus d'une centaine de groupes rebelles qui sont actifs dans cette partie du Congo. Alors, si l'Angola jette l'éponge, l'Union africaine se précipite pour nommer trois experts, trois envoyés, pendant qu'elle ne fait rien depuis 30 ans, depuis qu'il y a ce conflit-là, je crois que ce n'était pas ça. J'ai toujours pensé, de mon point de vue, que quand l'Angola a accepté cette médiation, il faut que les mécanismes n'étaient pas les bons. Il faut que l'Union africaine change totalement ses mécanismes de médiation en Afrique. On ne fait pas la médiation avec le bavardage. Pendant que les gens sont en train de tirer, des gens sont en train de faire usage d'armes, vous venez dire que la médiation, là, c'est le bavardage. Citez-moi un exemple dans le monde où on a réglé un conflit comme ça. Citez-moi un exemple. Quand l'Union africaine ou la CEAC accepte une médiation, organise une médiation, la première chose, c'est de créer une force d'interposition. C'est pour ça qu'il doit y avoir des forces. L'idée des forces en attente a germé à la fin du XXe siècle et a été longuement discutée au début du XXIe siècle. Malheureusement, comme toujours, les Africains, comme de petits enfants, ne poursuivent pas jusqu'au bout les idées les plus intéressantes. Et donc, du coup, on s'est retrouvé là à n'avoir aucune force. Alors que l'Union africaine devrait avoir, même si la position optimale, la forme optimale, ce serait les États-Unis d'Afrique, mais l'Union africaine, pour être sérieuse, devrait avoir une force d'au moins 100 000 hommes. Et une force de 100 000 hommes aurait permis d'avoir 25 000 hommes placés là, 25 000 soldats africains placés dans l'est du Congo d'abord. C'est ça les éléments de la médiation. Est-ce que la médiation dans un conflit comme celui-là, c'est le bavardage? La médiation dans un conflit, vous devez en avoir la capacité. Vous devez avoir la force suffisante pour imposer la paix aux gens. Ce n'est pas de se lever et de dire oui, j'invite 2 présidents. Non, ce n'est pas ça. Vous faites un pont aérien, vous faites tout ce qu'il faut, vous mettez 25 000 soldats dans l'Est africain, dans l'Est du Congo, et personne ne parle plus. Vous leur dites maintenant, messieurs, asseyez-vous. Ça, c'est faire une médiation. Mais à partir du moment où le président rwandais, lui, il envoie ses soldats, ils sont en train de prendre des villes, vous êtes là, vous bavardez. Vous croyez que vous l'appelez, non, venez négocier, venez pour qu'on arrête ce conflit. Vous croyez qu'il vous écoute? Les intérêts qui sont derrière ne font que vous ne nous écoutez pas. Alors que si vous avez 25 000 soldats que vous positionnez tout de suite, ça change beaucoup de choses. Hein? Et vous leur dites, messieurs, ce n'est pas une simple interposition, c'est une zone d'exclusion aérienne, vous créez une zone d'exclusion terrestre, c'est-à-dire qu'aucune force ne doit se retrouver dans ce couloir. Vous vous assurez d'organiser des actions civilo-militaires qui remettent la population au travail et qui les renvoient dans leurs activités. Parce que l'économie ne va pas s'arrêter. La manne ne va pas tomber du ciel pour nourrir ces gens-là, pour les soigner, pour les éduquer, pour les habiller, pour les loger. Donc vous créez ces zones-là. Vous dites, OK, M23 AFC, vous êtes de l'autre côté, nous créons une zone tampon de 20, 50, 100 km, vous ne la franchissez pas. Armée du Congo, vous restez de l'autre côté. Et vous êtes là au milieu. Et les seuls aéronefs, les seuls avions, hélicoptères qui survolent, les seuls objets volants qu'on voit dans la zone, c'est les vôtres. Personne ne parle plus. Mais il faut que les Africains soient réalistes. Arrêtons de jouer les bébés. Vous croyez qu'on fait une médiation en parlant? Moi, j'ai regardé cette histoire de médiation de l'Angola là, depuis toutes les médiations de l'Afrique qu'on organise là dans les zones de conflit. Je suis dépassé.
Vous levez, vous dites que vous allez faire une médiation entre des gens qui sont en train de s'entretuer et vous ne mettez pas une force d'interposition entre les deux. Vous créez une zone d'exclusion aérienne, une zone d'exclusion terrestre. Et à ce moment-là, vous commencez à leur dire chacun retrouve ses frontières. Parce que vous leur donnez un certain temps. 6 mois, 1 an maximum pour qu'ils s'entendent. S'ils ne s'entendent pas, vous demandez à tout le monde, chacun retourne d'abord dans ses frontières. Comme vous avez la puissance de feu suffisante, vous faites respecter ça. Vous le faites respecter. Et à partir de ce moment-là, si, quand vous voyez vous-même que quand vous avez un tel dispositif et que vous dites maintenant, bon messieurs, vous êtes invités à une réunion pour qu'on voie comment on va arranger le conflit, vous voyez que c'est différent. Vous parlez même moins fort. Parce qu'ils savent que la vraie force, vous l'avez positionnée sur le terrain. Et vous parlez moins fort, vous leur dites, moi je vous attends, j'ai besoin qu'on discute, il faut qu'on règle ce problème, nous sommes entre frères, ça peut arriver, c'est pas bien grave, mais on va régler ce problème. C'est ça, c'est comme ça que les grands peuples s'organisent. C'est comme ça que le peuple africain doit être organisé. On ne peut pas être là à imaginer que tout le monde se plaint. Oui, l'Angola s'en va, l'Angola n'a pas jeté l'éponge. L'Angola constate qu'elle est humiliée dans ce conflit. Parce que quand un chef d'État vous invite, vous êtes d'autres chefs d'État, vous ne venez pas. Vous vous retrouvez ailleurs, c'est de l'humiliation. Et l'Angola a une réaction qui est une réaction tout à fait, si vous voulez, correcte. Une réaction de dignité que j'ai beaucoup appréciée. Maintenant, s'ils veulent régler le conflit, s'ils veulent que d'autres les aident à régler le conflit, parce qu'ils ne croient pas que l'Angola peut les aider, qu'ils avancent. Tout simplement, l'Angola remet le mandat acquis de droit. Je crois que ça a été très bien passé, c'est très élégant sur le plan diplomatique et très ferme également sur le plan diplomatique. Et nous devons désormais voir que, clairement qu'en réalité, les Africains sont capables d'humilier des pays sérieux comme l'Angola parce qu'ils sont manipulés par des intérêts étrangers. C'est inacceptable, c'est quelque chose de terrible et ça montre que le conflit qu'il y a là risque de s'éterniser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vrais acteurs, ce ne sont pas ces deux chefs d'État. Ce n'est pas eux qui décident. Si c'était eux qui décidaient, ils auraient réglé ce conflit depuis longtemps. Et troisième chose pour sortir, vous avez deux États qui sont membres de la CEAC. La CEAC veut régler le problème, ils ne sont pas là. Ils veulent que le problème soit réglé par l'Afrique australe, même là, ils ne sont pas. Ils veulent que le problème soit réglé par l'Afrique de l'Est, on ne les voit pas. Le consensus de Nairobi en est où? On ne sait pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dire, repensons les mécanismes de médiation en Afrique. Et pour les repenser, vous voyez que ça demande de repenser totalement l'Union africaine, de repenser totalement les organisations sous-régionales. Et là, on pourra avoir des résultats probants et protéger nos peuples.